Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que votre semaine a bien commencé. En tout cas, moi je suis ravi de vous retrouver ce soir pour cette 3e édition de 9-2-1 Partez, la nouvelle émission sport de Radio Grand Lac. Et je suis aussi très heureux de retrouver Bernard et Adrien en plateau. Les gars, vous êtes en forme ce soir ? Bah ça va super bien Julien, et toi ? Ouais, pleine forme. Bonjour Julien, bonjour Adrien, bonjour à toutes et à tous. On est en pleine forme et on est ravis parce qu'on a un programme très chargé encore aujourd'hui. Et oui, tu fais bien de le dire en plus Bernard, parce qu'on va parler de ski alpin, de ski de fond, de biathlon, de bobsleigh, et puis on va parler aussi un petit peu de ballon rond avec du football, et puis on fera un petit tour d'horizon des résultats de nos clubs locaux aussi. On a beaucoup d'actualités sportives en ce moment, c'est bien, on est heureux, on en profite. C'est clair. Et bah vous savez quoi, ce soir je vais vous laisser le lead. Par quoi est-ce que vous voulez qu'on commence ce soir ? Et pourquoi pas la Coupe du Monde ? Ouais, championnat du monde de ski, hein, c'est quand même un événement important et on va avoir le plaisir d'accueillir Édouard Jay, que vous connaissez bien sûr. Il est journaliste à RMC, il est le parrain de cette émission, voilà, et les jeunes qui sont sur ce studio lui en sont très reconnaissants. Édouard, il est spécialiste football, rugby et bien sûr ski. Et il couvre ces championnats du monde pour RMC. On va le retrouver tout de suite. Édouard, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends bien, Bernard. Bonjour à tous, bonjour Adrien, bonjour Julien, et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices. Ah super. Écoute, on est ravis de te retrouver, Édouard. Alors, on a beaucoup de questions à te poser, tu t'en doutes, mais la première, elle est toute simple. Les championnats du monde ont commencé la semaine dernière. C'est quoi l'image comme ça, la première image qui te revient au terme de cette première semaine d'épreuve ? C'est le grand ciel bleu qui accompagne les organisateurs. Ils ont même le 06 du ciel, donc ça rajoute vraiment du joli vernis sur toute l'organisation qui est impeccable. Alors certains, voilà, sur peut-être des histoires de navettes, peut-être des histoires de ceci, de cela, mais j'ai quand même fait quelques grands événements à travers le monde, que ce soit des Jeux ou des championnats du monde, notamment de ski, et je peux vous dire que c'est quand même réglé vraiment parfaitement. Et puis après, fatalement, il y a ce côté bleu du ciel, et puis il y a le côté or de la première médaille de ces championnats du monde pour Alexis Pinturo, suivi d'une en bronze quelques heures plus tard, tout simplement parce que un championnat est réussi que quand il y a des médailles, et surtout il est réussi quand il est bien lancé. Et d'avoir, alors certes, il y avait une épreuve de super combiné la veille féminine, mais on n'attendait pas forcément de médaille, mais que le skieur français Alexis Pinturo sur ses pistes gagne l'or lors de la première épreuve masculine. Là, ça vous a, un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais dégagé les bronches un petit peu de tout le monde. Tout le monde avait la banane, parce qu'on se dit, voilà, les organisateurs, les suiveurs, les athlètes, c'est bon. On a déjà une médaille d'or et il y aura, ça sera au moins réussi. Et puis notamment, pour parler de l'aspect journalistique, à la fois les suiveurs, les athlètes et puis les journalistes, voilà, il n'y avait pas ces questions qui allaient être lancinantes, épreuve après épreuve. Alors il n'y a pas de médaille, on attend la prochaine. Et ça, je peux vous dire, pour avoir connu des championnats du monde sans médaille, ça pèse tout le monde, en fait. Donc là, voilà, le ciel bleu et puis l'or de la première médaille d'Alexis Pinturo, c'est magnifique. Ouais, Édouard, tu as vraiment brossé là, le sommaire de tout ce qu'on a envie d'évoquer avec toi. C'est vrai que alors pour parler du ciel bleu très rapidement, les images qu'on a la chance nous de voir à la télévision, c'est vraiment exceptionnel. C'est un sport tellement télégénique, c'est tellement bien mis en valeur. Et puis il y a ce cadre exceptionnel de Courchevel, Méribel, tu l'as dit. Moi, je voudrais qu'on revienne rapidement sur Adrien Théo. C'est quelque chose d'incroyable, comme tu l'as dit. Quelle meilleure façon de débuter des championnats du monde, et quel sacre magnifique pour ce garçon qui est exceptionnel, qui a une carrière exceptionnelle et qui a su répondre présent le jour J. Chez lui, il y avait une pression encore, j'imagine, supérieure sur ses épaules. Oui, alors quand on est du pays, on se fixe fatalement. Alors déjà, de jouer en France, c'est déjà extraordinaire. Mais lui, Alexis, il jouait à la maison, quoi. Sur les pistes, il joue, parce qu'il va encore avoir d'autres épreuves. Là où il a appris à skier. Et puis, fatalement, les questions, encore une fois, des journalistes, de tout le monde, et puis même de tous ceux qui le côtoient. Bon, allez, est-ce que tu seras prêt le 7 février? Est-ce que tu seras prêt le 12, le 15, etc. pour toutes les épreuves? Donc, ça pèse. Et là, ça pesait d'autant plus
que cette année, il a fait un podium en Super G et puis rien, quoi, en fait. Avant cette épreuve-là, pendant 2 ans, il n'avait pas gagné d'épreuve depuis la victoire en Coupe du Monde au général en 2021. Il n'avait pas gagné une seule épreuve. Donc vous imaginez, il partait vraiment de nulle part en termes de confiance récente, et il a su quand même surfer sur l'ambiance locale. Il a su surfer et puis faire fi un petit peu de tout ça parce que voilà, il nous disait une confidence à sa femme, Romane, qui est aussi son attachée de presse. Quelques jours avant, il lui disait est-ce que je vais pouvoir regagner un jour ? C'était même pas une histoire de gagner chez lui à Courchevel, mais regagner un jour. Et finalement, quelques jours plus tard, c'était il y a une quinzaine de jours, quand ils étaient sur Monaco pour faire un petit peu le break au cœur de cet hiver un peu moyen. Voilà, quoi. On arrive à rebondir. Ça, c'est la trace des grands champions. Être chez soi et rebondir. Gagner chez soi et rebondir. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Edouard, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de résilience. Quand on sait ce que ça peut représenter, le fait de ne plus gagner, d'avoir cette période difficile que tu as évoquée, en termes de confiance, et on sait à quel point la confiance, parfois c'est 1/10 de seconde qui va faire la différence. Et là, il a réussi à revenir de très loin et à être présent ce jour-là. Et tu l'as dit, c'est vraiment la marque des grands, mais encore fallait-il le faire. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous savez, les champions, quels qu'ils soient, dans n'importe quel sport, en fait, ils ont des talents. Alors, si on parle de skieurs, de footballeurs, ils ont des talents dans les jambes, les tennisman dans les jambes et les bras, le rugbyman, bien évidemment, aussi à la main, un peu moins avec le ballon au pied, bien évidemment. Mais tout ça est guidé par la tête, et si la tête ne va pas bien, forcément, les jambes ne vont pas bien. Et le parallèle aussi est assez savoureux à faire entre ce qu'a fait Alexis Peinturola et puis par exemple Franck Picard qui est à la 60 ou 75e place de la descente de Kitzbühel en janvier 92. Il arrive à se refaire une santé mentale et puis finalement il finit vice-champion du monde de descente à Val d'Isère quelques semaines plus tard. Pareil pour Carole Montillet qui est championne olympique en 2002. Elle est aux abonnés absents au mois de janvier et puis elle arrive à se reconcentrer pour être championne olympique à Salt Lake City. Voilà, c'est là qu'on voit les grands, la marque des grands. Voilà. Et pour rebondir, tu le disais aussi justement avant, Edouard, que il avait su surfer sur l'ambiance locale. Justement, cette ambiance, comment elle est au quotidien ? Comment tu sens cet engouement des supporters au quotidien au bord des pistes ? Alors en fait, il y a deux salles, deux ambiances, comme on va dire, d'une certaine manière, parce que la première, c'est Méribel. Donc là, ça concerne essentiellement les épreuves féminines et pour les épreuves de combiné, comme on va voir un petit peu cette semaine. Donc là, l'arrivée et la piste, elle est vraiment dans la station, à Méribel. Donc là, et puis il y a la remise des prix en fin d'après-midi. Donc là, on peut pas manquer qu'il y a le championnat du monde à Méribel et ça fait vraiment une belle fête. Du côté de Courchevel, pour ceux qui connaissent, Courchevel, c'est différentes altitudes et la piste de l'Eclipse, là où se sont passés les Super G combinés, la descente et puis là aussi où vont se finir les géants et slalom de cette semaine, c'est au Pras, c'est la station, on va dire presque la plus basse, à 1300 mètres d'altitude. Donc quand on est à Courchevel 1650 ou 1850, franchement, on n'a pas l'impression qu'il y a des championnats du monde parce qu'il n'y a pas toute l'ambiance qu'il peut y avoir autour de la course. Mais hier, par exemple, pour la descente, qui est l'épreuve phare, il y avait quand même 13 500 personnes. Pour une course de ski, c'est des places payantes, donc ça veut dire que voilà, il faut mettre de l'argent pour aller voir du ski. C'est pas forcément quelque chose qui est un réflexe français, on va dire, mais voilà, il y a quand même 13 500 passionnés qui sont montés jusqu'au Prat. Donc là, je peux vous dire qu'hier, c'était vraiment bouillonnant en bas et puis tout au long de la piste, parce que ces pistes, que ce soit le Roc du Fer à Méribel ou l'Eclipse à Courchevel, eh bien on peut être à ski à côté et puis voir les skieurs et les skieuses qui vont à 110, 120 ou 140 à l'heure. C'est clair, c'est toujours plaisant, j'imagine, d'avoir des supporters à côté, d'avoir du monde. Et je voulais aussi revenir, t'en as parlé du beau ciel bleu, etc. Comment elle est la neige et comment sont un peu les conditions sur ces deux stations depuis le début de la compétition ? Alors sur les pistes de compétition, c'est le top du top parce que là, le scénario dans cette saison qui est quand même au niveau de la neige, il y a juste ce qu'il faut. Voilà. Sur la piste, il y a eu juste ce qu'il faut et le travail est formidable des organisateurs. La neige est tombée mi-janvier, donc là ils ont pu travailler les 80 cm en condensé là qui sont tombés à ce moment-là. Et puis derrière, il y a eu du froid incroyable et là c'est l'idéal.
pour damer la piste, pour remettre de l'eau dedans, pour qu'il y ait en gros 40 à 50 cm bien tassés de neige bien dure. Et là, c'est, vous savez, les skieurs de compétition, eux, plus ils descendent sur une piste verglacée, style une patinoire, mieux ils se portent. Donc là, tout va bien à ce niveau-là. Et puis les alentours, alors c'est vrai que suivant l'exposition un petit peu au soleil pour le grand public, il y a certaines pistes qui sont moins bonnes que d'autres, mais c'est quand même le travail des pistes est quand même assez formidable pour avoir quand même une neige au moins la moitié de la journée très 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 bonne sur tout l'ensemble des vallées. Ça manque un petit peu de peinture. Vous voyez, là ils ont le 0,6 du ciel là pour le bleu, le beau temps. Pour le bleu, ouais, s'ils pouvaient avoir le 0,6 du blanc, ce serait pas mal. Voilà. Ouais, c'est clair. Édouard, je rebondis sur quelque chose que tu évoques parce que tu parles effectivement du travail exceptionnel qui a été fait au niveau de la piste. On fait une petite parenthèse quand même sur l'organisation, le comité d'organisation qui travaille depuis de nombreux mois et qui fait un travail. Alors on va le dire. Très très intéressant en termes de prise en compte de l'environnement, d'écologie, de faire les choses au mieux. T'as le sentiment, toi qui couvres des épreuves mondiales depuis de nombreuses années, qu'il y a une nouvelle ère, une nouvelle préoccupation justement des organisateurs de prendre en compte l'environnement, de changer un petit peu la façon de faire, et que peut-être Méribel-Courchevel c'est le début d'une nouvelle ère. C'est un petit peu ton sentiment ou c'est exagéré ? Non, c'est tout à fait le sentiment. Moi, pour tout vous dire, j'ai arrêté de suivre les Jeux, mes 5e Jeux à Sochi en 2014. Alors, il y avait un petit peu de lassitude. Je pensais, au bout de 22 ans de Coupe du Monde, avoir fait un petit peu le tour. Mais il y avait des choses qui me plaisaient pas à Sochi, dans la création des pistes, dans la création des remontées mécaniques. Quand on y était, par exemple, pour installer un télésiège, fatalement, faut mettre des pylônes. Et même quand on y était, pour mettre les pylônes, il fallait enlever des arbres. Et ben les arbres, ils avaient même pas pris la peine de les enlever de l'endroit. Ils les avaient coupés et laissés à côté. Vous imaginez un petit peu ce que ça faisait. Donc j'avais ce sentiment que les Jeux Olympiques arrivent pour quelques jours, pour une descente, pour un slalom, pour de créer tout ça. Ça m'avait gêné en fait. Et je vous parle de 2014. Et je pense que ça gênait beaucoup de monde. Et alors quand on repart à rebours sur cette épreuve ici à Courchevel et Méribel, alors certes c'est en 2023, mais le dossier de candidature c'était en 2017, c'est en 2018 que le dossier a été reçu, mais il était aussi reçu sur ces données-là. Et l'un des premiers postes créés, c'est un poste de RSE concernant l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale de l'événement. Et la piste aussi, elle a été créée en faisant attention à des zones humides, en faisant attention à la forêt, en la déplaçant peut-être, par exemple sur la piste, vous avez le mur de la Bux, tout simplement parce que c'est la Buxbonia viridis, c'est une mousse que l'on trouve dans la forêt. Eh bien, cette mousse, elle a été déplacée en pleine forêt, enlevée de la piste, mise dans la forêt, et ça va permettre d'entretenir la forêt. La forêt où on a découvert, en faisant cette piste aussi, des scolites. C'est un insecte qui ravage la forêt et qui la rend dangereuse pour les randonneurs. Et bien alors, les travaux de la Société des Trois Vallées, ça a été d'entretenir cette forêt, et en enlevant une partie, parce qu'il y avait des arbres qui étaient totalement morts, et ben ça va faire une régénération. Voilà, il y a un énorme travail, je pourrais vous en parler presque pendant une demi-heure, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et on est loin de la montagne qui est abîmée. Alors certes, il y a eu des travaux l'été, mais voilà, il y a un moment donné, il faut aussi faire des travaux sur la piste pour qu'elle soit aussi belle que vous l'avez vu hier en Mondiovison. Ouais, mais il y a une volonté très vertueuse, et je crois que c'était important effectivement, Édouard, de le préciser. Et c'est vrai que ce comité d'organisation a fait un travail important et responsable dans ce domaine, et je crois qu'il fallait le préciser. Je reviens simplement sur la piste, Édouard. On a évoqué bien évidemment le titre d'Adrien Théo. Il y a aussi une page du Alexis Pinturo. Alexis Pinturo, excuse-moi. Et il y a aussi une page qui s'est tournée. Edouard, c'est la Bible du ski. Alors dès qu'on se trompe, il nous rectifie. Merci. Il y a aussi une page qui s'est tournée. Très forte, c'est la dernière, ou en tout cas les toutes dernières courses de Johan Claret, qui lui va tourner la page. Comment vous l'avez vu, qu'est-ce que vous avez ressenti, et lui, qu'est-ce qu'il a ressenti au moment de tirer sa révérence après une très belle carrière?
Le mot qui est revenu hier dans la raquette d'arrivée, c'était fierté de son parcours, parce que alors certes, il n'a pas gagné, il n'a jamais gagné de course, que ce soit olympique, mondial ou en Coupe du Monde, mais il est vice-champion olympique, vice-champion du monde de Super G, vice-champion olympique de Super G. Il a été 5 fois sur le podium du côté de Kitzbühel. Donc là, c'est quelque chose de formidable. Et de terminer sur cette piste à 42 ans. C'est incroyable. Comme il l'expliquait hier, en fait, cette piste, elle demande tellement 1 minute 50 de course, elle demande tellement d'intensité dans les courbes, tellement de souplesse, tellement de physique, qu'à 42 ans, il pouvait pas le faire, en fait. Voilà. C'est fou. Bon, il a terminé très loin, mais peu importe pour lui, il a fini à la maison. Et d'ailleurs, il aurait dû arrêter plus tôt, mais vu qu'il y avait les championnats du monde en 2023 à la maison, il voulait le faire, parce que ceux de 2009 à Val d'Isère, il était blessé. Donc, il voulait avoir dans sa panoplie, ça lui a permis quand même de rajouter dans la saison un podium à Kitzbühel, qui est la Mecque du ski. Il savait d'une certaine manière qu'il n'allait pas faire quelque chose d'important ici dans cette descente. Mais grand respect quand même, et je crois que tu as bien résumé l'état d'esprit du bonhomme, parce que il a fait une carrière magnifique. Quelle longévité, quel exemple de gestion d'une carrière du plus haut niveau. Il a pas été épargné non plus, il a été blessé parfois, mais être encore là et faire ce qu'il a fait, et quitter finalement le grand cirque blanc par une aussi grande porte, je crois que c'est vraiment rare, et c'est un magnifique exemple pour les sportifs actuels, pour les générations qui sont en train de skier et de se dire que il faut parfois être capable d'attendre, mais que avec une hygiène de vie, avec l'entraînement, avec le travail, on arrive à faire des carrières aussi incroyables. C'est un beau message. Effectivement, c'est un grand bonhomme du ski qui va arrêter cette année à 42 ans, et chapeau pour la longévité. On a parlé d'un grand bonhomme. Bernard, je crois que tu voulais aussi parler d'un autre grand bonhomme, Jean-Luc Crétier, qui, je crois, fête un petit anniversaire aujourd'hui. Ouais, alors ça aussi, je vais parler par rapport à Édouard, et tu n'hésites pas à me corriger, parce que toi, Édouard, tu étais sur place à Nagano. Je crois qu'on va revenir à une date qui est très importante, le 13 février 98, donc ça fait tout juste aujourd'hui 25 ans, et c'est ce titre olympique en descente remporté par Jean-Luc Crétier. C'était un moment exceptionnel, parce que ça faisait depuis 1968, et Jean-Claude Killy, qu'on attendait un titre de champion olympique en descente. Et puis Crétier, il y a une histoire particulière. Alors Édouard, tu le connaissais très très bien. Moi, j'ai eu le plaisir aussi de l'interviewer à plusieurs reprises. C'était quelqu'un d'extrêmement disponible, de très sympa. C'était un type vraiment vraiment génial, et il n'avait pas remporté d'épreuves au plus haut niveau. Il était jamais monté sur la plus haute marche du podium. Il avait fait quelques podiums. Il avait terminé 4e au pied du podium en combiné à Albertville en 92. Il avait terminé 6e à Calgary, mais il lui manquait cette victoire en Coupe du Monde ou cette victoire olympique. Et il a une seule victoire dans sa carrière, et c'est ce titre olympique qu'il remporte ce jour-là à Nagano. Alors juste pour resituer un petit peu le contexte, l'épreuve était prévue le 9 février. Il y avait des conditions qui étaient très difficiles, des conditions météo. La piste était absolument impraticable. On ne pouvait pas envoyer des skieurs dessus. Donc, elle a été reportée plusieurs fois, la course. Et puis, le 13 février, elle a lieu. Et Jean-Luc Crétier, il a le dossard numéro 3. Il s'élance donc dans les tout premiers. Et il y a une anecdote incroyable, c'est que il se souvenait d'une descente qu'il avait fait quelques saisons auparavant, où il y avait eu des conditions d'entraînement qui étaient bonnes, une neige qui était de bonne qualité, et puis d'un seul coup, le jour de la course, le jour de l'épreuve, une neige glacée, une neige difficile, comme c'était le cas à Nagano. Et là, lui, il était tombé, il y avait eu beaucoup de chutes. Et il se dit, je vais pas renouveler la même erreur, je vais peut-être arriver un peu moins vite. Il y avait un passage notamment dans cette piste qui était très délicat, une bosse avec un dévers en réception. Il s'est dit, je vais arriver peut-être avec quelques kilomètres/heure de moins, mais je vais assurer cette bosse. Il est passé donc en 3e position, il a passé cette bosse, et derrière, il y a une hécatombe incroyable, une vingtaine de chutes. Tous les favoris qui, eux, étaient partis dans les mêmes conditions, chutent, et
Il y avait notamment Hermann Mayer qui était le skieur qui dominait à l'époque le ski mondial, qui avait qu'on surnommait même Herminator parce que il détruisait tout le monde et surtout ses concurrents. Et lui, il a chuté, tout le monde a chuté, et Jean-Luc Crétier a remporté cette médaille. C'est sa seule victoire, et c'est la plus belle parce qu'on le dit toujours, Édouard, un titre de champion olympique, on l'a pour toujours. Et ce jour-là, sa vie a changé. Il l'a dit. Il y a un avant, il y a un après. Il devient champion olympique. Alors on aurait pu raconter l'histoire d'autres champions olympiques, Carole Montillet et bien d'autres. Moi j'ai choisi de parler aujourd'hui, 25 ans après, de cette victoire-là, parce qu'elle est quand même particulière. Et Édouard, on était tous tellement heureux. Je me rappelle aussi de Luc Alphand dans la cabine de commentateur qui venait de prendre sa retraite et qui est allé embrasser Jean-Luc Crétier, et puis Franck Picard aussi qui le portait sur ses épaules. Il y avait vraiment une allégresse incroyable, ce titre qu'on attendait depuis si longtemps. Et je voudrais juste avoir ton sentiment, Édouard, toi qui l'as vécu de l'intérieur, tu étais présent. Ça a été un moment exceptionnel pour ce skieur un peu à part. La seule victoire qu'il a remportée, c'est un titre olympique. Oui, la seule, en plus c'était un vendredi 13 au final. Oui. Voilà, c'est depuis ce vendredi 13 pour lui c'est exceptionnel. Et puis autre anecdote, parce qu'il y avait eu différents reports, il arrive en haut, il n'avait pas de combinaison en fait, il n'avait pas sa combinaison. Vous savez les combinaisons, les matériels, tout ça c'est très vérifié à l'avance. Et il n'avait pas sa combinaison plombée à lui, et du coup il a pris celle de rechange d'Adrien Duvillard, et entre les deux il doit y avoir 20 cm de moins et quelques kilos. Voilà, donc il a failli, quand il rentrait dedans, l'exploser en fait, d'une certaine manière, et il a réussi quand même ça fait partie aussi des autres anecdotes à côté de celle que tu as racontée. Ouais, fabuleux. Mais c'est quand même fou comme quoi quand c'est notre jour, tout est bon, quand tout est au vert, on réussit à tout remporter. Édouard, pour revenir un petit peu plus sur les championnats du monde qui se déroulent en ce moment, si tu peux nous donner un petit peu les grosses dates et les grosses échéances des jours qui arrivent, qu'est-ce qui va être important de suivre et où est-ce qu'il va y avoir un petit peu le plus de compétition? Alors là, aujourd'hui, c'était repos. Mardi, mercredi, ce sont des épreuves combinées de parallèles. On teste au niveau de la Fédération internationale de ski des nouveaux formats. Alors là, donc, il y en aurait pour jusqu'à 21h à vous expliquer les contours. Par contre, ce qui est plus simple, c'est ce qui va se passer à partir de jeudi. Donc là, jeudi, vendredi, ce sont les géants dans l'ordre, les femmes d'abord et les hommes. Ensuite, les premières à Méribel, ensuite à Courchevel. Et ensuite, les slaloms, c'est tradition dans les championnats du monde, les Jeux Olympiques. On termine toujours sur les slaloms spéciaux. Donc, vous savez, le géant, c'est quand il y a des grandes portes et des grands virages. Et puis, slalom spécial, c'est les piquets serrés. Donc, les femmes le samedi à Méribel et les hommes dimanche à Courchevel. Donc là, on espère pourquoi pas une performance d'Alexis Pinturo en géant, parce que c'est à la base sa discipline, même s'il est moins on va dire élastique désormais dans cette épreuve-là. Pourquoi pas Tessa Borlée, qui est déjà championne du monde et qui pourquoi pas aussi pourrait aller chercher un titre. Et puis aussi on attend Clément Noël en slalom dimanche, lui qui a gagné le slalom en Autriche. J'ai perdu le nom à Kitzbühel, et puis aussi non, alors pas à Kitzbühel, mais 3 jours. Non, celui d'après. J'ai le nom au bout de la langue. Mais bon, ça va me revenir. En tout cas, voilà, lui qui est revenu un petit peu en forme en ce moment, même si le dernier slalom à Chamonix, il a trébuché. Ok. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Édouard, d'avoir pris un petit peu de ton temps pour venir nous parler de ces beaux championnats. Dès que tu as un petit peu d'actu ou autre chose à nous faire remonter, t'hésites pas, t'es toujours le bienvenu dans cette belle émission. Et puis je crois que Sandra a un petit mot, que Bernard a un petit mot pour toi. Non, c'est tout bon? Je vois un téléphone qui passe en studio. Alors oui, alors là, ça c'est Sandra en direct qui me signale. La régate des 3 châteaux le 24 février sur le lac du Bourget. Ouais, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée, franchement très belle. On connaît notre lac qui est quand même magnifique, et notamment de faire une régate entre les 3 châteaux, donc le château de Bourdeau, le château de Tresserve et puis le château de Thomas II. Donc le 24 samedi 24 au matin, vous allez voir les grands bateaux en 8 qui vont s'expliquer sur un parcours de 6 km. Alors ils vont partir en échauffement du Bourget du Lac pour aller vers
le château de Thomas II et puis de Bourdeau, pardon, et partir là directement en direction du château de Tresserve, traverser le lac pour aller au pied du château de Bourdeau. Voilà une belle régate à voir en plein hiver. Ce sera samedi prochain dans la matinée. Je vous invite à voir ça parce que l'année dernière c'était spectaculaire et cette année les organisateurs ont rajouté d'autres choses. Donc ça va être très très spectaculaire à voir. De l'aviron c'est beau et sur le lac en plus en hiver ça va être super beau. Donc samedi 24, donc c'est dans une petite quinzaine de jours. Eh ben le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Edouard en tous les cas et c'est vrai que ça doit être absolument un spectacle magnifique. Merci encore une fois Edouard en tout cas d'avoir pris de ton temps et puis on te dit à très bientôt et très bonne continuation bien sûr sur les ondes de RMC pour la fin de ces championnats du monde. Ouais, merci. Edouard, à bientôt. Et je crois qu'on va clôturer cette grosse page ski alpin. On va se prendre quelques minutes pour souffler. On va écouter un petit peu de musique sur Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct dans l'émission Sport de Radio Grand Lac 9-2-1 Partez. On a clôturé la belle page de ski alpin. On va en ouvrir une autre, toujours dans le sport d'hiver, avec un petit peu de ski de fond et de biathlon cette fois-ci. Et on accueille pour ça Christophe Jeannin, qui est président du CESN du Revard. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe, ça va bien? Ouais, en pleine forme? Très bien, il fait beau. On profite du peu de neige qui reste. C'est clair. Alors on a parlé de ski alpin, mais le ski de fond, c'est aussi quelque chose d'important pour nous ici en Savoie. Comment est-ce que vous, le club... comment ça se déroule pour vous en ce moment? Alors on a la chance d'avoir le plus grand plateau de France avec le plateau de Savoie-Grand-Var. Sur le plateau de Revard, il y a 3 clubs aux trois portes principales d'entrée du plateau. Donc il y a le club des Bauges avec ça s'appelle le Bauges de ski nordique. Ensuite il y a le club d'Affecla. Et puis le 3e, c'est notre club, donc le CESN Revard, le centre école de ski nordique du Revard. Alors, quelles activités vous proposez à vos licenciés? Parce que je crois qu'on en avait discuté un petit peu. Donc, à la base, c'est vraiment un club de ski de fond, mais vous êtes ouvert petit à petit vers le biathlon aussi. Alors, forcément, avec l'engouement du biathlon, je vous apprends rien. Grâce à l'équipe 21, on a des images et forcément, ça a mis sous les feux de la rampe ce sport. Donc, historiquement, le club s'est construit sur une pratique de ski de fond classique. Et puis, on a structuré le club avec un entraîneur qui s'appelle Flory Vigneron, qui vient du biathlon, qui a fait des podiums au championnat du monde, et donc qui forcément a voulu pousser cette activité au sein de notre club. Et donc forcément, les jeunes, en voyant les images à la télé, ont tous envie de pratiquer ce sport. Et comme je le dis souvent, c'est un sport, c'est pas un seul sport, mais c'est bien 2 pratiques. C'est à la fois du ski de fond et du tir. Alors, est-ce que ça vous a permis d'attirer de nouveaux licenciés ou de développer encore un peu plus votre club, justement, le fait de se diversifier? Est-ce que vous avez senti cette différence? Alors effectivement, si je prends les 4-5 dernières années, on était à peu près 180 licenciés et jusqu'à l'année passée, on est monté à 250 licenciés. Donc, cause et effet, je sais pas, mais clairement, il y a un vrai engouement autour de ce sport. Grâce aux images, j'imagine bien qu'on peut voir à la télé. Donc oui, j'ai envie de dire qu'il y a un vrai, c'est un vrai plus. Je pense que tous les sports qui peuvent avoir une vision, un éclairage, forcément, ça a un effet positif sur le nombre de licenciés. Et est-ce que, on en a parlé aussi rapidement au téléphone, c'est un sport une pratique qui coûte assez cher aussi. Est-ce que ça aurait pu être un frein, puisque finalement, ça a l'air de bien fonctionner? Alors c'est un vrai engagement financier pour les parents, parce que les jeunes commencent à 15 ans. Et donc, il faut savoir qu'une carabine, avec l'équipement complet d'une carabine, c'est à peu près 3 500 €. Donc, c'est l'investissement de base pour commencer le biathlon. À ça, il faut rajouter les cartouches, les entraînements, les déplacements. Donc, c'est un vrai budget et c'est un vrai investissement pour les parents, oui. Adrien, toi, est-ce que tu aurais pensé que ça coûtait aussi cher de se lancer, de débuter le biathlon avec autant de matériel? Honnêtement, non. Après, moi, je sais que personnellement, j'ai un petit frère qui, lui, on lui a proposé dans son lycée de commencer le biathlon. Donc, tu vois, il découvre cette discipline direct dès le lycée. Je pense que ça, c'est une super initiative d'avoir une première approche de ce sport à ce moment-là de leur vie et de leurs études. Après, moi, une autre question que je me pose, c'est au niveau du ski alpin. Comment on gère justement cette espèce de concurrence au sein des sports
sports d'hiver, est-ce que malgré tout, on arrive à attirer du monde parce que c'est quand on pense ski, malheureusement, bien heureusement, on pense au ski alpin, à la descente et à facilement, on va dire, se remonter tout en haut avec les télésièges. Alors déjà, je voudrais juste pas faire peur aux parents qui écoutent. Avant de commencer avec le budget d'une carabine, les plus jeunes commencent à tirer avec des carabines à plomb qui sont prêtées par le club. Donc pour les petites catégories, il y a pas de frais et pas de coûts. Donc c'est l'intérêt, ils peuvent découvrir progressivement cette pratique, et ceux qui ont vraiment envie de continuer, ils peuvent après investir et voir si vraiment ça vaut le coup de continuer. Ça vaut le coup, c'est clair. Voilà. Donc vous proposez des séances découvertes. Alors au sein il y a une double activité. Il y a la partie club, et puis il y a un foyer à Crolles. J'imagine que vous visualisez l'espace. Et là il y a au sein de cette entité-là, il y a possibilité de découvrir le biathlon en tir à 10 mètres. Et après, sur du tir à 50 mètres, comme ce qu'on voit à la télé, ça se pratique plutôt sur la FECLA. Et pour répondre à la question sur le parallèle entre le ski alpin et le ski de fond, moi, je pense que c'est plutôt, je sais pas si on va parler de concurrence, parce que moi je pratique les deux et je prends plaisir dans les deux. Il y en a un, c'est plutôt un sport d'endurance, même si c'est avant tout un sport de glisse. On pourrait penser que le ski c'est un sport de glisse, mais le ski de fond c'est aussi un sport de glisse. Donc il faut trouver le bon équilibre entre la glisse et l'énergie qu'on met à se propulser. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Moi je pratique les deux, je prends plaisir à pratiquer les deux, donc je mets pas c'est deux choses différentes. Ouais, non. Christophe, vous l'avez évoqué en préambule, le plateau Savoie Grand Revard, c'est un site d'exception pour la pratique du ski de fond. Dans le club, par exemple, dans les clubs que vous avez cités, il y a beaucoup de monde aussi qui travaille pour entretenir les pistes, pour entretenir la neige, pour travailler. C'est une synergie énorme entre vraiment beaucoup de monde qui travaille d'arrache-pied pour permettre cette pratique dans les meilleures conditions. Il y a un gros travail de la régie et de Savoie Grand Revard, effectivement. On a effectivement un plateau qui s'y prête, mais aussi on a un gros travail des équipes qui font qu'on a toujours. Moi, je suis un peu chauvin quand je parle du plateau du Revard, mais on a toujours une qualité de préparation des pistes qui est vraiment optimale. Donc ça, c'est important de le souligner. Il y a dès qu'il manque un petit peu de neige, et là malheureusement on s'approche de conditions qui sont pas optimales. Il y a un travail des pisteurs qui est fait pour réenneiger, donc il y a un très gros travail, et bon, je crois qu'il faut les remercier. Ah, je crois que vous n'êtes pas chauvin. Moi, j'ai habité très très longtemps au pied de ce plateau, et c'est vrai que j'y suis allé souvent. Il y a un travail de la neige. Parfois, les premières chutes de novembre, et la neige, elle est conservée, elle est travaillée. Et c'est vrai que ça permet à la pratique très vite et régulière et constante, même si les conditions d'enneigement sont pas bonnes. Ça, c'est une plus-value, et c'est un vrai savoir-faire qui permet de booster l'ensemble de ce plateau. Hein. Il y a un vrai savoir-faire, et puis il y a aussi on a la chance d'avoir des pistes qui sont dans la forêt, donc avec un tout petit peu de neige, et puis il y a eu un gros travail ces dernières années de préparation des pistes où le sol a été compacté de façon à avoir de tout petits cailloux, et avec 10-20 cm de neige, on arrive à préparer des pistes. Je crois qu'il n'y a pas meilleure publicité que les photos qu'on peut voir, des arbres enneigés, les pistes, dans la forêt, sur le plateau. C'est la plus belle des publicités. C'est un écrin exceptionnel. Hein, ça c'est clair. On en est fiers. Hein. C'est clair. On est dans une belle région pour pratiquer tout ce qui est sport d'hiver. Et pour parler de la neige, vous n'avez pas eu peur en début de saison quand même que ça retarde un petit peu la saison, que ça vous porte préjudice pour la suite? Alors clairement, le début de saison était compliqué puisqu'on a eu des chutes de neige, et puis après on a eu un redout avec de la pluie. Donc les séances de ski de fond sont transformées en séances de ski roue, puisqu'on a la chance de pouvoir passer de la neige à... Mais on préfère quand même, notre sport c'est quand même le ski sur la neige, même si c'est un bon complément pour préparer la saison. Effectivement, ce début d'année a été, une grosse partie du mois de janvier c'est pas fait sur une pratique de neige. Il a fallu qu'on aille s'entraîner au Cési, à Bessan, là où il y avait de la neige. Donc on préfère quand même avoir des conditions enneigées pour pratiquer notre sport. Bah, c'est toujours mieux. Et pour parler du ski roue, vous le dites, est-ce que c'est une activité aussi que vous proposez peut-être l'été pour varier ou pour initier certaines personnes au ski de fond déjà quand il n'y a pas de neige?
Alors effectivement, pour les plus jeunes, on leur apprend, parce que c'est une pratique vraiment particulière. Hein, on a la chance aussi d'avoir un environnement qui s'y prête bien, puisqu'on a la promenade du bord du lac, où on a une piste un espace qui nous permet aux jeunes et aux moins jeunes de pratiquer et de découvrir et de commencer à s'entraîner, parce que la saison, si on pratique que l'hiver, c'est un peu court, donc il faut se préparer. Il y a une grosse partie de la préparation qui se fait sur du ski rond. C'est clair, alors là on parle un peu de préparation. Et au niveau des performances, qu'est-ce que ça donne pour vos licenciés, pour vos jeunes, pour vos seniors cette année ? Alors, on est depuis 2 ans, on est sous le podium. Donc il y a un trophée, ce qu'on appelle le trophée Beaufort. Donc c'est la compétition qui regroupe l'ensemble des clubs savoyards. Et depuis 2 années, on termine à la seconde place. Donc de loin, le club voisin, c'est le club d'Afécla qui a un grand nombre de licenciés qui trustent ce podium depuis de longues années. Et nous, on voit, il y a 5-6 ans, on était plutôt 5-6e. Et depuis 2-3 ans, du fait de l'augmentation de l'effectif, du bon travail des coachs et de l'entraîneur, on est remonté. Et depuis 2 ans, on se retrouve à la 2e place du podium. Si je parle des plus grands, on a une autre figure de pro qui s'appelle Tom Mancini, qui était ambassadeur de la ville d'Aix-les-Bains, qui était en équipe de France de ski de fond et qui a été champion du monde junior et qui est parti s'exiler pour faire ses études aux États-Unis. Donc il est aujourd'hui à l'université de l'Utah. Et il y avait donc il y a 3 semaines de ça, donc les championnats du monde universitaire, et donc il a terminé à la 3e place en sprint. Et il est devenu champion du monde en relais universitaire. Donc c'est un peu la figure de pro. Je pourrais en citer d'autres. Hein. Après, sur les plus jeunes, on a régulièrement des podiums sur le trophée du Beaufort. Là, ce week-end, il y avait la tranche jurassienne. Il y a un des membres du club qui finit 4e, c'est Paul Combet. Donc on essaye de truster le plus possible les podiums, voire les premières places. Mais il y a un vrai travail de fond qui fait que je pense que dans quelques années, on verra. J'espère voir des jeunes sur des podiums en Coupe du Monde. Vous parlez de travail de fond. Est-ce que la formation des jeunes, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans votre club justement pour préparer l'avenir et avoir toujours des bons résultats et conserver cette lignée ? Alors complètement, la philosophie du club, c'est quand même faire découvrir la pratique à la fois du ski de fond et du biathlon, et de garder cette philosophie de plaisir avant tout. On pourrait être très focus compétition, mais on garde quand même cet esprit plaisir. On vient faire du sport, on vient se faire plaisir, et c'est quand même le cœur et la philosophie de notre club. Donc ouais, il y a quand même une double ambition. Hein. C'est pas simplement, même s'il y a la volonté de se développer d'un point de vue des résultats sportifs, cette discipline, elle appelle quand même aussi à prendre un maximum de plaisir, profiter de cet environnement exceptionnel. Et j'imagine que c'est aussi ça que les licenciés et potentiellement les futurs licenciés pourraient venir chercher avec cette discipline. Exactement, c'est vraiment cette philosophie qu'on essaie de véhiculer avec l'ensemble des coachs. Alors forcément, c'est tout un ensemble de bénévoles, parce que si on n'avait pas ces bénévoles, on n'aurait pas de club, hein, forcément. Nous, on a un entraîneur à plein temps l'année, et il y a une vingtaine de coachs toutes les semaines, le mercredi, le samedi et lors des courses. Donc quand on se retrouve, il y a 80 jeunes qui arrivent le samedi matin, mais il faut bien les encadrer. Il y a différents niveaux de pratique. Et donc, il faut remercier tous ces bénévoles qui sont là pour encadrer, partager leur savoir-faire, la bonne humeur, le plaisir de pratiquer ce sport dans la nature, et toutes les expériences de compétition, de vie en communauté servent à grandir, quoi. Ça, c'est sûr. En tout cas, les bénévoles, je crois que toute association sportive a besoin de bénévoles pour fonctionner. Ouais. Christophe, vous avez parlé de compétition, de bonne humeur, de plaisir. Je crois qu'il y a un bel événement qui arrive aussi pour vous au club et qui justement concorde avec ces notions. Ah, très bonne transition, effectivement. Donc mercredi soir, avec les années Covid, ça a été un petit peu perturbé, mais historiquement, il faut savoir que les clubs organisent ce qu'on appelle des nocturnes. Donc à Kroll, ça serait ce qu'on appelle une nocturne en relais à l'américaine. Donc c'est des équipes de 2 personnes qui vont tourner sur un circuit qui est éclairé.
Et donc, il y a différentes catégories. Donc, ça commence mercredi à partir de 19h pour les plus jeunes qui ont entre 13 et 15 ans. Donc, eux tournent pendant 15 minutes. C'est un relais. Alors, c'est à la fois convivial parce que on court à deux. C'est pas une course individuelle. Il y a cet esprit, cet esprit d'équipe. Et puis après, ça fait une grosse animation parce qu'on se retrouve avec 40-50 personnes qui courent sur un circuit qui fait à peu près 1 kilomètre. Donc ça, c'est plutôt dans la bonne ambiance. Il y a de la musique, c'est éclairé, c'est un peu original. Et puis donc après, ça c'est les plus jeunes. Après à 19h, il y a une équipe il y a une course qui est pour j'ai envie de dire le grand public. Donc là, il n'y a pas de catégorie d'âge, c'est à partir de 17 ans, mais c'est tous les gens qui ne sont pas licenciés. Donc ceux qui ont envie de découvrir et de passer un bon moment, c'est plutôt sympa, il y a une bonne ambiance. Et puis après à 19h30, là c'est ce qu'on appelle la course des As, donc c'est tous les licenciés de la Fédération française de ski qui viennent faire cette course. Donc on a des fois des internationaux, enfin on a souvent comme sur le plateau, on a quand même pas mal de coureurs de haut niveau, c'est parfois de belles courses bien acharnées, donc c'est un bon moment sympa, il y a le vin chaud, ça se passe dans une bonne ambiance. C'est ce que j'allais dire, il y a la compétition, mais il y a aussi de belles animations tout autour. Je crois que vous avez prévu aussi un repas pour les concurrents, peut-être aussi pour les personnes qui y a autour. Il y a plein d'animations qui englobent l'événement. Alors effectivement, les coureurs qui s'inscrivent, donc ils viennent s'inscrire sur le site de Foyer de ski de fond du Revard. On trouve ça sur le site vous trouvez ça facilement sur internet. Et puis donc dans l'inscription, c'est une 30aine d'euros ou 35 en fonction de quand on s'inscrit. Il y a effectivement à l'issue de la course, parce qu'avant ça serait un peu compliqué, mais il y a une tartiflette géante. Et puis pour ceux qui courent et qui encouragent, il y a effectivement le vin chaud. Donc on a bien noté, Christophe, demain c'est la Saint-Valentin, c'est le repas aux chandelles, et puis mercredi c'est la tartiflette géante. Voilà, on a un super beau programme pour le reste de la semaine. Et le vin chaud surtout aussi. Pour finir, avant de vous laisser partir, Christophe, est-ce qu'il y a d'autres manifestations, d'autres événements, d'autres échéances qui attendent votre club cette saison ? Donc on a un gros challenge qui est donc on a des courses régulièrement pratiquement tous les week-ends, soit des courses régionales, soit des courses nationales en fonction que ce soit du biathlon ou du ski de fond. Mais on a une grosse échéance qui est le championnat de France des clubs à la fin de l'année là, où donc c'est des équipes là toujours dans cette philosophie d'équipe. Donc c'est des courses qui se pratiquent en relais de 3 ou 4 en fonction de la compétition. Et donc ça donc l'année passée nous étions en deuxième division, donc on est monté en première division des clubs de ski de fond. Et donc l'idée c'est maintenant qu'on est passé en première division, c'est d'aller truster le podium de la première division. C'est bon. Donc c'est l'engagement de Tom Mancini qui m'a dit on va faire le podium. On va faire le podium, donc j'ai envie de le croire. Puis il faut y croire. En tout cas, c'est un bel objectif. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé ce soir, de vous être arrêté à notre micro. Et puis bientôt. Et puis dès que vous avez de l'actualité, n'hésitez pas à revenir. Vous êtes toujours les bienvenus sur le plateau. En tout cas, nous, c'est notre philosophie. Tous les clubs du bassin aixois sont les bienvenus sur notre plateau pour venir échanger. On respire quelques instants avec un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite après. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez! L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et on est de retour en direct sur Radio Grand Lac. Donc on a pris un petit peu de retard, mais comme on vous l'a dit, il y avait un programme très très chargé ce soir et on a oublié de demander l'avis à Christophe sur quoi ? Sur la victoire de Julia Simon en Coupe du Monde. Eh oui, parce qu'il aurait pu nous donner son sentiment, mais on va vite dire ce que nous on en pense. C'est sa saison, c'est exceptionnel. Elle est en tête de la Coupe du Monde et là elle remporte hier à Oberhof en Allemagne son premier titre de championne du monde en course individuelle, course incroyable dans des conditions qui étaient difficiles. 19 sur 20 au tir, performance exceptionnelle. Il y avait du brouillard, des conditions très mauvaises et puis elle est partie, elle était en retard, elle avait du retard sur les skis, elle a comblé tout ça, elle a fait vraiment une course parfaitement maîtrisée. Coup de chapeau, et c'est pas fini, elle est en tête de la Coupe du Monde, la saison, c'est sa saison, elle va peut-être sortir le gros globe, c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais coup de chapeau, vraiment, elle a très très bien géré la pression. C'est clair, elle a été impressionnante tout simplement. On espère qu'elle va ramener d'autres titres à la maison et d'autres titres à l'équipe de France. On va fermer cette belle page sport d'hiver avec le ski de fond, le ski alpin, etc. On va ouvrir une autre page, celle du football, puisqu'il y a un club local qui brille. C'est le FC Annecy qui a passé pour la première fois de son histoire les huitièmes de finale et qui a atteint les quarts de finale et qui va jouer contre un gros l'Olympique de Marseille. Et pour parler de ça, on accueille Julien Babot qui est journaliste au Dauphiné Libéré. Salut Julien, est-ce que tu m'entends ?
Salut Julien, je t'entends très très bien. C'est alors, est-ce que tu pensais que le FC Annecy pourrait aller aussi loin en Coupe de France cette année? Alors, la Coupe de France, c'est toujours, ça dépend quand même beaucoup du tirage aussi. Et c'est vrai que plus ça allait, enfin Annecy était quand même un petit peu épargné quoi. Ils ont pas eu trop de gros morceaux jusqu'à ce tirage avec l'Olympique de Marseille pour les quarts de finale. Il y a eu des petits déplacements pièges quand même à la Duchère et à Belfort. Mais voilà, on va dire qu'ils ont bien rentabilisé les tirages entre guillemets abordables. Et puis le match au PFC aussi qui était quand même un vrai endroit où c'était possible de tomber quoi. C'est clair. Donc voilà. Pour le coup, là, le FC Annecy, on va dire qu'ils s'en sortent plutôt bien et sont assez vernis au niveau des pénaltys. Leurs deux derniers matchs en Coupe de France, ça leur a plutôt bien souri. Et je crois que Julien, t'es d'accord avec moi pour dire que leur gardien, il brille. Ouais, c'est ça. Thomas Callen, c'est vrai que cette année les gardiens à Annecy, c'est vraiment pas un problème parce que Florian Escalès est très bon en championnat. Quand Thomas Callen a eu sa chance un peu en Ligue 2 quand Florian Escalès s'est blessé un petit peu à l'épaule avant la trêve Coupe du Monde, il a répondu présent et il a fait tous les matchs de Coupe de France où il a été très bon aussi, et notamment sur les 2 derniers tours où ça se termine 2 fois au tir au but et il en sort 5 en tout quoi, 2 contre Belfort et 3 au PFC. Donc ouais, non, c'est des vraies belles perfs. On voit que l'équipe de France ça marche pas trop de ce côté-là. Annecy, y a pas de problème. Si ça va au tir au but, ils ont des garanties. Si Didier Deschamps nous entend, des fois. Ouais, voilà. Non, ça c'est clair. Tu l'as dit, le tirage pour le FC Annecy était assez clément jusqu'à maintenant. Là, par contre, ils vont s'attaquer à un gros morceau, l'Olympique de Marseille, à l'extérieur, donc en plus au stade Vélodrome. Comment est-ce que tu vois un petit peu cette rencontre qui, sur le papier, va être compliquée quand même? Ouais, ça après c'est aussi souvent la cerise sur le gâteau souvent voilà, quand on fait entre guillemets l'effort d'être sérieux sur les tours abordables, et un jour ou l'autre on finit par être récompensé avec une grosse affiche, et là c'est vraiment le cas. C'est vrai que ça va être très 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 dur dans le sens où c'est au stade Vélodrome. Si ça avait été à Annecy devant 13-14 000 personnes, tout acquis à leur cause, et voilà, sur une pelouse qu'on sait pas très facile, ça aurait pu un peu niveler la différence de niveau, on va dire. Donc voilà, mais après c'est vrai que pour les supporters c'est un petit peu dommage parce que forcément il n'y a pas tout le monde qui pourra aller au Vélodrome en semaine. Par contre pour les joueurs et pour le club, c'est quand même une expérience incroyable qui va arriver quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont pas issus du monde pro, qui ont plutôt grimpé les échelons au fil de leur carrière, et aller jouer au Vélodrome, c'est quand même pas anodin quoi. Donc ça va faire quoi qu'il arrive des grands souvenirs. Alors s'ils passent, j'en parle même pas. Julien, tu l'as dit, c'est la Coupe de France, donc tout peut arriver bien sûr. Alors c'est vrai que Annecy n'est pas favori de ce match, bien sûr, au stade Vélodrome. Moi, je voudrais te poser une question parce que tu suis cette équipe à chacun de ces matchs. Moi, j'ai pas vu beaucoup jouer le FC Annecy, mais notamment la défaite à Saint-Étienne. J'ai vu ce match, j'ai trouvé que Annecy avait vraiment produit un football de super bonne qualité, une équipe qui était offensive, qui jouait, et ça a permis d'ailleurs un très très beau match. Est-ce qu'il y a une patte, Laurent Guyot, l'entraîneur annécien, est-ce qu'à ton avis il a apporté peut-être cette expérience, cette envie d'aller de l'avant, et cet esprit offensif qui sourit, il faut le dire, aux Annéciens depuis le début de la saison? Ouais, on va dire l'origine un peu de cette façon de jouer, ça remonte un petit peu à la première année nationale, donc c'était la saison 2020-2021, où en fait un peu perdu pour perdu, c'était l'adjoint de Laurent Guyot actuellement, Rémi Dru, qui avait récupéré l'équipe et qui avait mis un peu en place ce style de jeu, à jouer très haut sur le terrain, à beaucoup presser l'adversaire, à être très généreux dans les efforts, à aller vite vers le but adverse. Ça crée un jeu très spectaculaire parce que c'est aussi un jeu à risque. Et voilà, donc c'est vrai que ça s'est construit à peu près à ce moment-là, sur le premier semestre de l'année 2021. Et puis Laurent Guyot, quand il est arrivé, il a, avec beaucoup d'humilité et d'intelligence, je pense, il s'est dit, Annecy s'est sauvé comme ça. Ils avaient fait une série de quasiment 10 matchs sans défaite pour finir la saison, alors qu'ils jouaient le maintien.
Et voilà, il a continué avec sa patte aussi, mais en gardant cette philosophie. Et ils sont montés comme ça, et ils sont en train d'avancer bien vers le maintien comme ça aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui est assez actrice de son destin, on va dire, de son sort. Qui voilà, c'est un jeu à risque. C'est un jeu qui demande beaucoup d'efforts mais qui est assez plaisant parce qu'on voit une équipe qui, quoi qu'il arrive, mouille le maillot et qui gagne, qui perd. On peut pas, voilà, la défaite à Saint-Etienne est assez parlante pour ça. C'est que, à la fin du match, voilà, ils ont perdu, mais on peut pas leur reprocher d'avoir fait un non-match, de s'être contenté de défendre, ou voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez agréable à voir, quoi, à vrai dire. Et malgré cette défaite à Saint-Etienne, c'est à la 11e place, qu'il pointe Annecy. Plutôt des bons résultats ces derniers temps. Moi, je note pas de défaite très récente à part à Saint-Etienne, justement. Quelques matchs nuls malgré tout, mais ils sont plutôt dans une bonne dynamique. Ils ont un prochain match à Amiens, justement. Ils sont à domicile pour jouer à Amiens, et bien donc pour préparer prochainement ce quart de finale de Coupe de France à Marseille. Ça, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le fait que Marseille, on les a vu jouer ces derniers temps quand ils sont à domicile. Ça va vraiment être une épreuve de force d'aller se déplacer là-bas pour rivaliser avec eux. Ouais, c'est ça. Après, enfin, je veux dire, pas l'interrogation, mais la problématique d'Annecy, on va dire, ça va être de continuer à bien rester focalisé sur la Ligue 2, qui est quand même voilà, le déplacement au Vélodrome, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vrai que pour l'avenir du club, pour tout ça, c'est plus la Ligue 2 qui est importante. Et donc là, c'est vrai qu'il y a la réception d'Amiens, déplacement à Sochaux, 3 jours après Marseille, il y aura la réception de Metz, et ensuite il faudra aller à Grenoble pour un derby. Donc ça va être malgré tout un gros calendrier, et voilà, il faudra pas qu'ils oublient de jouer le championnat, et qu'ils pensent pas trop justement à l'OM, alors que justement tout le monde ne va faire que de leur parler ça, quoi, de ça. Donc voilà. Mais bon, là ils embrayent sur Amiens, ça va être un gros morceau encore, mais c'est vrai que depuis pas mal de semaines maintenant, à domicile, ça tourne bien, parce que je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils ont depuis début novembre tout gagné, sauf le nul contre Nîmes, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, en général, en ce moment, ils font un nul à l'extérieur, une victoire à domicile, donc ils sont vraiment sur un bon rythme, quoi. Ouais, un beau rythme. Et justement, toi qui les suis au quotidien, comment tu juges l'ambition de ce club à cette 11e place? Tu penses qu'ils peuvent aller chercher quoi d'ici à la fin de saison? Ça risque de stagner le ventre mou, ou plutôt d'aller chercher parce qu'il y a pas beaucoup de montée malgré tout cette saison, Comment tu vois les choses? Ouais, la montée, ça va être trop loin. Puis c'est des équipes qui quand même vraiment enchaînent les victoires, tout ça. Puis ça part de trop loin maintenant, et je pense que ce serait se tromper d'objectif. Après, il peut y avoir se mettre un petit défi de finir dans la première partie de tableau, ou des choses comme ça. Après, il faut aussi c'est vrai que là ça se passe très bien. Après, l'ambition première, et c'est ce qu'avait dit le coach, je crois, même dès le premier jour de la reprise de l'entraînement au mois de juin dernier, donc ça remonte. Il disait, si on se maintient à la dernière minute de la dernière journée, ça nous ira très très bien. Donc là, on va dire qu'Annecy est plus qu'en avance sur ses temps de passage. Donc ça c'est très très bien. Mais je pense que pour une première année, voilà, même s'il faut finir 14e, 15e, ce sera le club prendra. Après, c'est vrai que mieux on est, plus on y prend goût. Mais ouais, je me dis peut-être un top 10, une première partie de tableau Ligue 2, ça pourrait être la petite carotte pour ce groupe-là, quoi. Le record du club, c'est 9e en Ligue 2 à l'époque des années 90. Ça peut être ça. Donc voilà, il peut y avoir cette petite carotte à aller chercher. Mais bon, je pense qu'avant tout, ils regardent la barre des 44-45 points pour être sûr de rester en Ligue 2. Et après, on verra. Il reste quand même une petite quinzaine à prendre. Donc voilà, c'est pas non plus pour. Il va falloir aller les chercher quand même, quoi. Ce qui est très fort quand même, Julien, c'est que l'équipe d'Annecy vient de la division d'en dessous. Elle continue sur sa lancée. C'est pas le budget de l'AS Saint-Etienne ou de Sochaux ou du Havre. Et il y a une vraie cohérence qui dure. Tu l'as évoqué depuis plusieurs mois maintenant, et qui est en train de positionner cette équipe dans la première partie. Pourquoi pas? En tout cas, ça doit être l'ambition de la Ligue 2. C'est fort. C'est jamais évident de monter et puis de se stabiliser. C'est ce qu'ils sont en train de réussir.
Ouais, c'est ça, surtout qu'Annecy, au final, c'est quasiment le plus petit budget du championnat. Il me semble qu'il y a que Pau qui est en dessous, mais voilà, c'est vraiment un des plus modestes. Et c'est vrai qu'il découvre la Ligue 2 d'autant plus avec énormément de joueurs qui viennent d'en dessous, qui ont été recrutés en National ou en National 2. Il y a que Vincent Pajot, Johan de Moncy qui avaient un petit peu d'expérience en Ligue 2. Enfin, Vincent Pajot énormément pour le coup. Mais voilà, on parlait de Saint-Etienne tout à l'heure. Eux, ils recrutent plutôt des joueurs de Ligue 1 pour essayer de se sauver. Ouais, c'est ça. Ils recrutent plutôt des joueurs de National pour se sauver. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même projet, et tout le mérite, on est à la fois aux joueurs, à la fois aussi au travail du staff, parce que c'est plus dur de se maintenir. C'est plus dur de se maintenir en Ligue 2 avec des joueurs un petit peu venus du dessous qu'on fait progresser que de prendre des gros noms de Ligue 2 ou voire de Ligue 1 quoi même. Donc non, ça veut dire qu'il y a du bon travail de fait, parce que ils sont montés d'un niveau en recrutant des joueurs pour la plupart qui viennent d'un niveau en dessous, donc et ils s'en sortent, donc c'est qu'il y a du bon travail de fait, c'est évident. C'est clair, tu parles de travail, mais toi, est-ce qu'en début de saison, vu que tu les suis depuis qu'ils sont en national, est-ce que tu pensais qu'ils pouvaient être à cette place finalement et jouer le milieu de tableau directement? Non, honnêtement, et notamment par rapport à ça, par rapport au recrutement qui avait été fait, je me suis dit, ça va prendre du temps, parce qu'il va falloir que tout le monde découvre. Honnêtement, pour ça, j'étais un petit peu inquiet. C'est vrai que on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir faire un recrutement astronomique non plus. Mais je pensais qu'à l'image je pensais qu'un Vincent Pajot pour le milieu de terrain, je pensais qu'ils arriveraient à prendre un joueur de cette expérience-là derrière et puis devant aussi. Finalement, ça a pas pu être le cas, notamment financièrement, parce que après il faut lutter avec les autres et c'est pas simple. Et honnêtement, moi je me disais s'ils se maintiennent, peu importe comment, si c'est la dernière journée ou quoi, ce sera déjà très très beau. Et là, honnêtement, ils sont bluffants depuis un petit moment, parce qu'ils ont battu récemment des équipes comme le Paris FC, je parle du championnat, ou même Caen, ou même Saint-Etienne. Bon, après, Saint-Etienne a eu une saison particulière, mais des équipes solides de Ligue 2. Sochaux, par exemple, aussi, qu'ils ont réussi à battre. Et ça, honnêtement, franchement, moi ça me surprend. Je m'attendais pas à ça. Je les voyais plutôt galérer toute l'année, être un coup relégable, une journée oui, une journée non, et puis que ce soit comme ça jusqu'à la fin, qui seraient dans la course, mais qu'ils auraient pas cette marge là de 6-7 points au mois de février. On l'est tous, et j'ai plutôt agréablement surpris. Ils font vraiment jeu égal, et parfois nous sortent de belles surprises face à d'anciens de Ligue 1. Et c'est vraiment, ils font leur petit bonhomme de chemin, ils avancent tranquillement dans leur coin, ils font pas trop de bruit, ils tirent leur épingle du jeu, et c'est comme ça qu'aujourd'hui on les retrouve à la 11e place avec cette stratégie de recrutement qui, comme on l'a dit, n'est pas du tout calquée sur, par exemple, effectivement. Après c'est pas pareil quand on vit en dessous, par rapport à ces clubs il y a pas mal de clubs qui descendent, on n'a pas les mêmes ambitions, les mêmes façons de faire, et ça fonctionne limite mieux. Alors franchement, c'est plutôt agréable. C'est très cohérent. Exactement. Non, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est vrai que et notamment c'est ça que je voulais dire sur les victoires qu'ils ont eu. Des fois il peut y avoir une victoire contre un gros un peu pas mérité, un petit ça se goupille un peu bien, mais il y a vraiment des victoires contre je pense à celle contre Caen par exemple, où il y avait spécialement rien à dire, quoi. C'est pas une action dans le match et puis on gagne 1-0, quoi. C'est vraiment des matchs maîtrisés en ce moment, donc sur les dernières victoires qu'il y a eu. C'est clair. En tout cas, Annecy, depuis le début de la saison, ils nous impressionnent. Ils font presque le parcours parfait, on peut dire. Julien, merci beaucoup. Juste avant que tu nous quittes, petit pronostic quand même pour le match de Coupe de France, puisqu'on parlait de ça à la base. Est-ce que tu vois Annecy s'imposer, ou est-ce que tu les vois sombrer au Vélodrome? Sombrer, je sais pas, mais honnêtement, j'ai du mal à les imaginer se qualifier là-bas. Honnêtement, ça aurait été au Parc des Sports. Franchement, je pense que ça aurait pu être beaucoup plus ouvert. Ça se discuterait plus. Ouais, parce que Marseille, mine de rien, aussi des gros objectifs en championnat. Donc, est-ce que eux, c'est pareil pour eux, ils vont avoir c'est un match en semaine pour eux, malgré tout, je crois qu'il y a le match ils ont un match contre le PSG dans ces eaux-là aussi.
Donc voilà, peut-être qu'ils vont aussi faire un petit peu tourner. Ça aurait été ici à Annecy, si eux faisaient un peu tourner, la pelouse pas terrible, la grosse ambiance au Paris des Sports. C'était un vrai match piège. Là, au Vélodrome, j'ai quand même du mal à croire qu'ils passent à côté. Après, c'est des matchs. Il n'y a plus de prolongation maintenant en Coupe de France. Donc c'est aussi un petit peu plus facile. Annecy peut-être essayer de les pousser au tir au but, et puis au tir au but ça se passe pas mal pour eux. Donc on a des raisons d'y croire. Donc voilà, mais ouais, j'ai quand même du mal à imaginer un exploit. Après, ils sont surprenants. Et tout est possible, c'est la Coupe de France. En tout cas, on aura la réponse le 1er mars. Julien, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous répondre. Merci pour ton analyse. Pas de souci, merci pour l'invitation. Merci à toi, et puis tu reviens quand tu veux, avec plaisir. Merci Julien. Ok, ça marche. Salut, bonne soirée. Salut. Alors on a parlé du FC Annecy, le club du bassin annécien. On va parler un petit peu plus de nos clubs locaux. Qu'est-ce que ça a donné pour Aix et Chambéry? Je crois que c'était plutôt des matchs amicaux de préparation avant de reprendre vraiment le championnat, Adrien. Oui, que ce soit Aix ou Chambéry en football, c'est Chambéry qui, avec le JS Chambéry, était victorieux 3-1. Se sont imposés effectivement avec des buts de Issam Rémy, Antoine Vigneault et Enzo Parquet. Donc leur place en championnat de régional 2, elle est désormais protégée. Et ils accueilleront par contre dimanche 19 à 15h le FC Tours. Donc ils sont leaders de la poule E, FCD. Donc c'est plutôt pas mal. Je crois qu'on a eu des images qu'on n'aime pas trop voir non plus. On va faire rapidement un petit carton rouge. Ouais, le carton rouge, c'est pas les images qu'on aime voir, comme tu dis, c'est le club d'Aix-Maurienne Basket. Ils étaient en besoin de victoire pour se sortir de la zone rouge de la Pro B, les Aixois. Malheureusement, lors de leur déplacement ce vendredi dernier pour affronter Saint-Vallier, ils étaient sur une très bonne voie, autour d'une très prometteuse première mi-temps. Les joueurs d'Aix-les-Bains, ils ont craqué complètement, ils sont retombés dans leur travers et permettant donc ainsi à leurs adversaires du jour de se remettre la tête à l'endroit. Finalement, défait 85-68, les ex-mauriennes se retrouvent donc dans une situation plus que délicate. C'est surtout après la fin de match agité qui fait parler là au lendemain de ce match. En effet, c'est le meneur américain David Nichols. On l'aurait entendu proférer des insultes à l'égard du trio arbitral. Et alors là, donc enquête ouverte, de potentielles sanctions et vraiment limite suspension du joueur. C'est vraiment pas quelque chose qui va les aider à remonter la pente. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, rapidement Bernard, puisqu'on a déjà débordé un petit peu beaucoup sur le temps. Rapidement, c'est des images qu'on n'aime pas voir quand même le week-end sur n'importe quel terrain de sport. Ouais, on joue le temps additionnel là, mais rapidement, oui, bien sûr, il y a cette pression du sport de haut niveau, et puis parfois des équipes qui sortent de leur match, et puis des individualités qui sont aussi en difficulté et qui disjonctent. C'est ce qui s'est passé là. Bon, on connaît l'enjeu, hein, le maintien, comme le disait Adrien. Il faut assurer le maintien. Alors parfois, on voit des choses qui sont répréhensibles. Il y aura des sanctions. L'enquête a été ouverte, l'a dit Adrien. Voilà, c'est comme ça, c'est dommage, mais il faut repartir après sur de très bonnes bases et retrouver la sérénité. C'est ça qui est indispensable, et il faut surtout être exemplaire. Et pour clôturer ce petit tour d'horizon de nos clubs locaux, on va finir avec du handball et du rugby, Adrien. Oui, en handball c'était excusez-moi. C'était le club d'Aix-les-Bains qui a remporté un match important ce week-end-là, et qui justement, comme nous l'avait dit le président, qui commence à grappiller petit à petit des places pour se sauver. C'est bien. Ouais. Bah oui, effectivement. Donc après c'était un match avec un niveau de jeu assez fluctuant. La victoire, elle est clairement à l'arraché, hein. C'était une victoire 31-30 alors qu'il ne restait que 2 secondes de jeu. Donc là, c'était vraiment sur le buzzer, comme on pourrait dire en basket. Donc pour ces joueurs du HSBC Aix-en-Savoie qui essayent de se maintenir en National 2, c'est plutôt un résultat qui fait plaisir, et on leur souhaite en tout cas de la réussite pour la suite. Et puis tu voulais finir avec un petit peu de rugby, avec Montmélian qui a encore cartonné et qui cartonne tout au long de la saison avec de très belles performances. Bah oui, Montmélian, c'est une terre de rugby de Savoie, effectivement. Et là, 10 essais. C'est le nombre d'essais donc qu'ils ont marqué lors de cette victoire à Tournon. Là, c'est un carton plein, bonus offensif. Tout allait bien dans ce match pour Montmélian qui fait vraiment une copie quasi parfaite. Donc le score final, je ne vous l'ai pas donné, pardon, c'est 71-17.
Une raclée. Rien à dire. Exactement. Une belle raclée. Et ben en tout cas Bernard, Adrien, merci beaucoup pour cette belle émission. Là on a joué Merci plus que le temps additionnel. On se croira à la Coupe du Monde au Qatar avec 10 minutes à chaque fois. C'est ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette 3e édition de 9-2 Imparté. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas demain matin de 11h à midi l'intégrale jeune. On sera de nouveau là avec Bernard et avec Adrien. Moi je serai plus là, je suis trop vieux. Pourtant on n'a pas mis d'âge requis. C'est vrai. Bon allez. Pour les passionnés de sport, on se dit à dans 15 jours, même heure, même endroit. Et puis pour ceux qui veulent suivre un petit peu l'actualité des étudiants, on se retrouve demain. Bonne soirée à tous et à très vite. Merci à tous, bonne soirée. Attention.